Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Nvidia, voilà, une boîte avec laquelle j'ai beaucoup de mal, comme je l'ai mis dans le titre, ça enlève pas le fait que c'est une très belle boîte, mais c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal de soucis avec Nvidia, comme je vais pouvoir vous l'expliquer après. Et donc bah, aujourd'hui je vous fais cette vidéo tout simplement parce que Nvidia annonce ses résultats le 26 août 2026, et comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans qu'à chaque fois qu'Nvidia annonce ses résultats, bah, c'est un peu, ça guide un peu la tendance des marchés. Donc, bah, globalement, si les résultats sont meilleurs qu'attendus ou à peu près comme attendu, on peut s'attendre à ce que voilà, les valeurs de semi-conducteurs, etc., continuent d'augmenter parce que ça veut dire que la guidance et le narratif IA n'aura pas vraiment changé. Par contre, si Nvidia déçoit, là, il y a fort à parier qu'on peut avoir un petit retournement de marché, voire un gros retournement, ça je sais pas, mais que potentiellement il y ait une correction. Et donc, bah, Nvidia, c'est vraiment l'entreprise qu'on est obligé de regarder, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'ait en portefeuille ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, actuellement, elle guide le marché. Alors, je mets un petit disclaimer sur cette vidéo juste avant. Là, ce que je vais vous donner, c'est mon avis par rapport à Nvidia. Pour moi, ça n'enlève pas le fait que c'est une très belle boîte. Et d'ailleurs, bah, si on avait investi 1000 € sur Nvidia en 2016, bah, en fait, aujourd'hui, on aurait 140 000 euros. Si on avait mis 10 000, on serait millionnaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment une boîte qui a permis à la fois à beaucoup de ses employés de devenir millionnaires et à beaucoup de gens de créer de la richesse. Bah, là-dessus, on peut clairement pas l'enlever à cette boîte-là. Mais c'est vrai que moi, il y a quand même des choses qui me déplaisent un peu, comme vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Alors Nvidia, on en entend parler partout depuis 4-5 ans, mais la réalité, qu'est-ce que c'est Nvidia? Faut savoir qu'Nvidia, à la base, c'est un fabricant de GPU, donc de cartes graphiques, comme vous pouvez la retrouver à gauche. Donc là, je vous ai mis la GTX 1080 qui sortait en 2016. Moi personnellement, qui ai un peu une âme de gamer à la base, je me souviens quand j'avais acheté mon premier ordinateur portable, j'avais une GTX 1060, donc c'était la même série que celle-là. Et la 1080, c'était vu comme le graal absolu un peu de tous les temps, parce que en fait Nvidia a révolutionné clairement le gaming grâce en fait à ses cartes graphiques et au rendu 3D qu'elles ont proposé pour les jeux vidéo. Et d'ailleurs, bah, à l'époque, je pense que la GTX 1080 se payait, il me semble, 1000 € à peu près. Ce qui veut dire que si vous aviez payé, au lieu d'acheter une carte graphique, vous aviez mis les 1000 € directement dans l'entreprise et que vous les avez gardés pendant 10 ans, ben aujourd'hui, vous auriez pu en acheter un paquet de cartes graphiques. Donc ça, c'est un peu la moralité de l'histoire. Des fois, vaut mieux limite acheter le produit de la marque, enfin les actions de la marque, pardon, que le produit de la marque, ou en tout cas acheter les deux. Par exemple, vous achetiez un Mac Apple il y a 10 ans et vous mettiez la même somme dans les actions Apple. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'auriez pas regretté votre choix. Bah, Nvidia, c'est un peu le même style. Donc voilà, comme j'expliquais, Nvidia à la base, qui est vraiment, qui était destiné pour les gamers et pour l'industrie du jeu vidéo, et aujourd'hui c'est devenu le fournisseur absolu pour l'IA, de par bah, déjà les GPU qui fournissent. Alors faut savoir que les cartes graphiques qui fournissent pour les data centers, ça n'a absolument rien à voir avec ça, hein. C'est-à-dire que c'est pas le même calibre et c'est pas les mêmes, c'est pas le même but également. Donc c'est vraiment des cartes qui ont absolument pas la même tronche et qui sont pas du tout faites pour le même besoin, je dirais. Mais voilà, c'est leur cœur de métier qui leur a permis vraiment de se spécialiser là-dedans. Et également avec leur logiciel CUDA, bah, en fait, ils verrouillent une grosse part de marché parce que il y a énormément de gens qui développent, enfin des ingénieurs, etc., qui développent tout ce qui va être graphique, etc., sur le logiciel CUDA donc d'NVIDIA. Et NVIDIA, il faut savoir que s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils ont anticipé la vague IA avec quasiment 10 à 15 ans d'avance. C'est-à-dire que vous allez voir après, je vais vous montrer quelques décisions qui ont été prises par Nvidia. Et en fait, quand on les met bout à bout, on se rend compte que bah, c'est des putains de génies parce que littéralement, ils ont anticipé tout ce qu'il fallait au bon moment. Et bah, c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, ils ont un quasi-monopole sur les data centers et cette partie de fournisseurs de pelles et de pioches absolue, quoi. Alors pour comprendre l'impact de l'explosion IA sur 10 ans sur Nvidia, faut savoir que le chiffre d'affaires est passé de 5 à 253 milliards de dollars. C'est juste de la folie. À l'époque, leur chiffre d'affaires, il était bah, quasiment exclusivement composé par le gaming. Et aujourd'hui, comme vous allez le voir, le gaming, il représente moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc vraiment, ils ont pris un accélérateur de fou furieux. Les marges nettes, elles sont passées de 24 à 63% en 10 ans. C'est presque anormal, hein. Le ROIC, pareil, de 70 à 130%. Le cours de l'action, alors faut savoir que l'action, elle a été split entre temps, mais si on prend le cours actuel, bah, il y a 10 ans en arrière, c'est comme si l'action aurait valu 1,46 $ et aujourd'hui elle en vaut 217. Donc vous imaginez à 1 dollar l'action, le nombre que vous auriez pu en acheter, vous achetez même pour 1000 € d'action, le paquet que ça vous... Enfin aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on disait, hein, vous auriez 140 000 et quelques euros.
Et il faut savoir que Nvidia, bah, ça a été la première boîte à dépasser les 5 000 milliards de capitalisation. Alors là, dernièrement, Apple était repassé devant, mais Apple a reperdu, donc c'est de nouveau Nvidia qui reprend la tête. Mais je veux dire, pour une boîte qui est un peu sortie de nulle part il y a 10 ans en arrière, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas grand monde il y a 10 ans en arrière qui aurait misé de l'argent sur Nvidia, comme par exemple sur les GAFAM d'aujourd'hui. Et maintenant qu'on voit l'ampleur qu'Nvidia a prise dans le monde, enfin c'est vraiment de la folie et c'est presque anormal. C'est-à-dire que je pense pas que par le passé on ait vu des entreprises réussir à concrétiser de telle manière une avance technologique et et à prendre comme ça un peu le marché en otage de cette façon-là, quoi. Alors, à titre d'information, donc juste à droite, je vous ai mis les derniers résultats d'Nvidia, donc qui étaient le 20 mai 2026, et ce qui est le chiffre pour moi le plus important, c'est le year to year. Donc Nvidia a battu ses bénéfices pardon, par action de 130% par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que on se demande en fait à quel point, enfin quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que Nvidia arrive à augmenter son chiffre d'affaires de presque 100% par an, on a l'impression. Et c'est juste de la folie furieuse. Et la question, c'est combien de temps est-ce que ça va durer, quoi. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous parle d'Nvidia, mais pour comprendre Nvidia, il faut comprendre Jensen Huang, son fondateur, donc qui est là depuis le début. C'est-à-dire que c'est vraiment le même fondateur, et c'est, je pense, en partie grâce à lui qu'Nvidia est au stade actuel aujourd'hui, parce que ce mec a été visionnaire avant tout le monde. Tout d'abord, bah, comme je disais, en 2006, il a lancé CUDA, qui était un peu un pari à contresens, parce que il a fait un peu l'inverse de ce qui se faisait à l'époque. Et au final, bah, maintenant, c'est vraiment le truc natif de base que tout le monde utilise. Également, il faut savoir qu'en 2016, ils ont livré le premier supercalculateur à OpenAI. À l'époque, personne connaissait OpenAI, hein, c'est-à-dire que ça fait que depuis 2022 avec ChatGPT que les gens connaissent un peu OpenAI. Et lui, à l'époque, il commençait déjà un peu à fournir, on va dire, les géants de demain. Également en 2019, Nvidia a racheté Mellanox, qui est en fait un spécialiste du réseau haute performance des data centers. Donc vous voyez, 2019, c'était quand même, on va dire, un peu 3 ans avant l'envolée vraiment de l'intelligence artificielle, etc. Et voilà, et si vous aviez par exemple investi sur Nvidia en 2019, même aujourd'hui, le pari enfin, aurait été largement gagnant, et vous auriez quand même gagné énormément d'argent. Donc vraiment, Jensen Huang a eu toute la réflexion qu'il fallait pour un peu verrouiller ce marché. Et le dernier point qu'il a fait, c'est qu'en 2022, il a dépensé des milliards pour réserver les capacités de production de TSMC. Ce qui fait que, bah, en fait, aujourd'hui, Nvidia a créé un peu son propre, enfin, un propre goulot d'étranglement, et tout le monde est obligé de passer un peu par eux. Alors comme on va voir aujourd'hui, les hyperscalers tentent un peu de s'échapper de ça, mais vraiment, enfin, pour moi, c'est un peu comme un boa constrictor, quoi. C'est-à-dire que il a enroulé au fur et à mesure, et une fois qu'il est arrivé au bout, il a serré, et là, tout le monde est dépendant maintenant de cette boîte, et donc, ben, on est obligé d'admirer un peu Jensen Huang par rapport à ça, quoi. Regarder une action de qualité grimper sans y mettre un billet, c'est comme apprécier un contenu sans s'abonner. Abonne-toi. Et donc, on va passer directement sur Bagger pour parler un peu des chiffres. Alors, je vais pas m'étaler trop dessus parce que, bah, comme vous les avez compris, c'est exceptionnel. Déjà, quand on arrive dessus, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'elle est notée 19,5 sur 20. Donc, vraiment, bah, une boîte avec des fondamentaux hyper solides. Et comme on voit le profil quantitatif, elle est à 5 quasiment partout. Il y a juste en croissance, elle est un peu moins que 5. Enfin, la toile d'araignée vraiment s'étend de partout. Tous les chiffres quasiment sont en vert, etc. Donc vraiment de la folie. Et évidemment, bon bah je vais pas la comparer au S&P 500, mais vous vous doutez que la performance d'Nvidia, elle explose le S&P 500. Et d'ailleurs, bah, c'est une des entreprises qui justement fait la performance du S&P 500 depuis 4-5 ans. Alors niveau quantitatif, comme on voit les revenus, si je me mets depuis bah, par exemple 2013, elle faisait entre guillemets à peine 4 milliards de dollars de revenus. Aujourd'hui on est à 253 comme j'expliquais, donc vraiment insolent. Les prévisions prévoient 1000 milliards de dollars en 2031. Alors ça, moi je m'en méfie parce que 2031 c'est quand même dans 5 ans, et comme vous allez voir, il y a quand même beaucoup de défis par rapport à l'IA à relever avant d'arriver à ça. Donc personnellement, comme je l'ai dit, je ne me fie jamais à ces machins-là. En tout cas pour des entreprises, je vais pas dire aussi incertaines, mais là actuellement, c'est un peu fascinant parce que personne peut avoir vraiment de certitude dessus. C'est-à-dire qu'on est un peu en mode spectateur de ce qui se passe pour le moment. Donc voilà, moi je me base pas dessus. En tout cas en termes de bénéfices, pareil. À peine 4 milliards de bénéfices en 2023. Aujourd'hui, on a 160. Le free cash flow, pareil, enfin énormissime. Les revenus, comme on voit, eh ben, aujourd'hui, les data centers représentent, enfin la partie data center représente 90% du revenu. C'est juste énorme. Les États-Unis, 69%, bah, parce que la majorité des clients d'NVIDIA
enfin la très grande majorité sont tout simplement les entreprises, les hyperscalers américains, donc vraiment voilà. Et après, quand on descend un peu, on voit que c'est une entreprise en excellente santé. Forcément, quand vous générez autant de cash, vous pouvez que aller bien niveau santé financière, quoi. Je passe vite fait sur le dividende pour en gros vous montrer un peu cette partie-là parce que c'est assez intéressant, mais lors des derniers résultats, Nvidia a annoncé qu'ils avaient augmenté leur dividende vraiment de manière drastique. Ils l'ont passé à 0,28 $ par action. Donc là pareil encore une fois, mais tous ceux qui avaient acheté, les investisseurs de la première heure qui avaient acheté du Nvidia il y a 10 ans et qui l'ont conservé, j'imagine aujourd'hui le dividende qu'ils touchent en ayant acheté potentiellement un gros paquet d'actions. Enfin, je pense que vraiment, ça leur fait une rente très très intéressante. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que le payout ratio, il est même pas d'1%. C'est-à-dire que vraiment le dividende, il pourrait l'augmenter, quasiment faire x30 dessus, qu'ils auraient pas de pression pour le verser. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant. Ensuite, on passe sur la partie résultats. Alors là, c'est vraiment, comme je vous disais en début de vidéo, la partie qui fait que ça guide les marchés, et que les marchés d'ailleurs continuent de monter depuis quelques temps. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on voit, depuis 3 ans, Nvidia a toujours battu les prévisions. Voilà, c'est juste fou. Et si on se met à 5 ans, on est à 85% de prévisions battues, donc vraiment c'est juste exceptionnel. Et tant que Nvidia continuera à battre ses prévisions, il y a de fortes chances que tous les secteurs liés à l'intelligence artificielle, en tout cas les fournisseurs de pellets de pioche, continuent de monter. En termes de valorisation, alors je vous en parle maintenant, pour moi c'est compliqué aujourd'hui de faire une prévision pour Nvidia. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui j'ai mis par exemple une croissance du free cash flow de 20 avec un multiple de 30. Alors que comme on peut voir, le free cash flow sur 10 ans, il a augmenté de manière exponentielle. Et d'ailleurs, si on prend même depuis 2024, il augmente de 65% par an. Donc vous vous doutez que si je mets un truc comme 50% par an, en fait, l'action paraîtrait presque complètement sous-évaluée par rapport à ce qu'elle peut atteindre. Mais voilà, moi je préfère quand même rester sur des niveaux, je veux pas dire moins optimistes, mais pour moins me faire peur. Et voilà, je mets quand même déjà 20% de croissance du free cash flow, ce qui est déjà quand même un chiffre très impressionnant. Et aujourd'hui, on aurait une croissance qui serait seulement de 11% par an. Alors je vous l'admets, potentiellement mon scénario est très conservateur par rapport à ce que Nvidia est capable de faire, mais comme vous allez voir après, il y a quand même beaucoup de vents contraires qui moi me font un peu peur et qui font que je préfère ne pas mettre au-dessus. Également, la boîte aujourd'hui, elle se paye quand même avec un PER de 34, donc c'est quand même un PER qui est assez élevé malgré le fait que le 34, comme on voit, au vu des prévisions, il va vite fondre pour se retrouver à 11 en 2031 si les prévisions s'avèrent justes. Et d'ailleurs, quand on voit la fair value buyer, théoriquement la boîte paraît même légèrement sous-cotée. Par contre, en prix sur free cash flow, on est quand même sur du 46, bien que ce soit historiquement plus faible que la médiane des 10 ans. Moi, comme j'ai dit, je dépasse jamais en général les 30. Voilà, là, ça met 30,76. C'est le truc de base, mais je dépasse rarement les 30 ou les 35, dépendant les boîtes. Donc, je préfère rester sur ce scénario conservateur qui proposerait un rendement de 10,84% par an, ce qui est quand même déjà un rendement intéressant, mais si vous visez un peu plus, potentiellement ce sera pas le meilleur rendement, même si encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment se fier à un scénario comme ça, sachant que Nvidia est une boîte qui un peu dépasse l'entendement depuis des années, et que en fait je pense que ceux qui faisaient des scénarios de croissance il y a 5 ans faisaient sûrement des scénarios beaucoup plus prudents que là où elle en est aujourd'hui, donc potentiellement c'est exactement ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, quoi. Alors on repasse maintenant sur ma petite présentation. Donc tout d'abord, quels sont les arguments pour Nvidia? La première, c'est l'inférence IA, donc l'IA agentique, dont on entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce qu'en fait ce serait des IA qui se débrouillent toutes seules globalement et qui prennent un peu le contrôle de votre ordi pour faire des tâches automatiques, etc. Et donc vous vous en doutez, c'est bien plus gourmand en énergie et en puissance de calcul que l'IA qui répond à une question texte, ce qui fait que ça ferait beaucoup plus de besoins en termes de calcul. Et pour le moment, comme Nvidia a toujours le monopole sur le calcul et sur les GPU, ça fait qu'elle en profiterait directement. Autre point important, c'est qu'elle développe des nouvelles puces pour la robotique, par exemple pour faire les cerveaux de robots, ou pour la conduite autonome. Donc en fait, Nvidia est en train de se diversifier un peu dans d'autres types de puces pour essayer de répondre à d'autres besoins. Et c'est ça qui donne envie un peu d'y croire en cette boîte. C'est que c'est vrai que Jensen Huang a tellement réussi ses paris par le passé qu'on a envie de lui faire confiance. Après, c'est pas parce qu'on a été bon par le passé qu'on va l'être dans le futur.
mais en tout cas, a priori, ils ont quand même, une feuille de route, bien établie. Également, une autre source de croissance qui n'était pas forcément prévue, c'est les AI Factories nationales. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui commencent un peu à commander eux-mêmes des data centers. Pourquoi? Bah, parce qu'ils veulent pas dépendre, des GAFAM et du coup, des Américains. Tout simplement parce que voilà, on s'en doute, mais en général, les données qui passent par les États-Unis, il y a de fortes chances qu'elles soient analysées entre-temps, discrètement et voilà, donc bah, forcément, il y a beaucoup d'États qui veulent de plus en plus s'en protéger et qui font bah, appel également aux mêmes, enfin comme les GAFAM, comme les hyperscalers, en fait, ils font appel aux mêmes fournisseurs pour produire leur propre data center et essayer d'être un peu dépendant par rapport aux hyperscalers américains. Et pour finir, bah, du coup, pour Nvidia, elle vise un modèle de revenu récurrent logiciel via CUDA. Alors ça, est-ce qu'elle va y arriver? Il y a des pour, il y a des contre. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis incapable de vous dire parce que je connais pas assez le secteur pour vous dire ça. Mais voilà, il y a quand même des arguments pour et solides pour Nvidia. En ce qui concerne les arguments contre, moi c'est un peu ce qui me fait plus peur par rapport à ça. Tout d'abord, bah, aujourd'hui, elle a quand même un prix exigeant. 33 de PER et 44 de prix sur free cash flow. Alors même si 33 de PER par rapport à la croissance qu'elle prévoit, c'est pas beaucoup. Voilà, faut quand même se méfier. Et 44 de prix sur free cash flow, c'est quand même quelque chose. Pareil, ça se paye quand même cher, quoi. C'est pas non plus une boîte gratos. Elle se paye un prix, le prix de la croissance. Peut-être même qu'elle se paye un peu moins que sa croissance prévue, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, bah, il y a tout ce qui va être les limites physiques, métaux rares, etc. Parce que bon, ben, même si la demande, elle explose, au bout d'un moment, comme vous le savez, on est quand même sur une planète qui a des ressources finies. Et la grande question, c'est bah, jusqu'à quand on va pouvoir exploiter des minerais, des trucs comme ça et tout pour faire des GPU, sachant qu'a priori, on n'ouvre pas une nouvelle mine du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que la demande, elle est tellement forte que je me demande si à un moment, elle va pas dépasser l'offre. Également, l'autre question qui se pose, bah, c'est l'énergie nécessaire pour faire les data centers, parce que bah, c'est bien beau de faire des puces, mais si on n'a pas l'énergie pour les faire tourner, au final, bah, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, un autre point, alors nous avons AMD qui grignote un peu des parts parce qu'elle est un peu moins chère. Après, AMD, ça sera jamais, je pense, au stade d'NVIDIA, hein. C'est-à-dire que AMD a trop de retard pour rattraper NVIDIA. Par contre, elle peut avoir une belle croissance parce que bah, il y a de plus en plus d'acteurs qui se tournent vers elle parce qu'elle est quand même moins chère qu'NVIDIA. Et par contre, le dernier point qui me fait un peu peur, c'est le syndrome Cisco et un peu ce qui s'est passé lors de la bulle Internet, c'est-à-dire que en fait, on a voulu moderniser ultra rapidement bah, toute la partie réseau, etc., infrastructure, ce qui fait qu'en fait, on a surproduit par rapport à ce qu'il y a, enfin, aux besoins réels. Et la question qu'on peut se poser avec l'IA, c'est est-ce que ça risque pas de faire pareil et qu'en fait, finalement, on est peut-être en train de produire beaucoup plus que ce que finalement on aurait besoin. Ça, c'est un peu le débat par rapport à ça, parce que effectivement, s'ils arrivent à optimiser leurs IA, qu'elles consomment moins de ressources, etc., bah, finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de surinvestir par rapport à la demande réelle? Ça, encore une fois, bon, je suppose que si les hyperscalers commandent autant, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, comme on voit Cisco, la courbe, elle était montée en fusée et finalement, elle avait perdu quasiment tout ce qu'elle avait gagné. Donc, est-ce que Nvidia peut avoir un scénario pareil? Bah ça, l'avenir nous le dira. Alors maintenant que je vous ai parlé des points forts et des points faibles, je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal avec cette boîte. Tout d'abord parce que pour moi, Nvidia, comme on l'a vu, ses revenus dépendent à 90% des data centers et de la partie IA. Et aujourd'hui, elle est dépendante au capex de 4 clients majoritaires. Alors évidemment, il y a un peu plus, mais si on symbolise, c'est ça. Et sauf que ces 4 clients, ils en ont un peu marre de payer des fortunes euh, dans ces puces et ils se demandent, enfin la question qu'on est en train de voir, c'est que les hyperscalers sont en train de tous vouloir créer leurs propres puces pour justement produire en interne et je crois qu'ils estimaient que ce serait 4 fois moins cher de faire ça que de finalement passer pour Nvidia. Et comme vous le savez, bah, c'est des gens qui ont tellement de fric, etc., qu'ils arrivent à recruter à peu près n'importe quel cerveau de la planète Terre. Et donc, bah, est-ce qu'un jour, ils vont pas réussir à rattraper leur retard et à produire des puces qui seront plus efficaces par rapport aux besoins qu'ils veulent, parce qu'elles répondront exactement à ce qu'ils veulent? Voilà, c'est vraiment une grande question. Autre point, moi, qui me fait un peu peur, alors je place ça pour Nvidia, mais globalement, c'est pour tous les semi-conducteurs, c'est qu'il y a une dépendance absolue à Taïwan et TSMC. C'est-à-dire que vous le savez, mais si jamais la Chine demain décide d'envahir Taïwan, bah, en fait, globalement, c'est la fin un peu des semi-conducteurs, parce que bah, tout est produit là-bas, quoi. Donc, même s'ils parlent du bouclier de silicium et tout le bordel, on n'est pas à l'abri qu'un jour la Chine décide d'envahir Taïwan, et alors là, bah, ce serait dramatique pour Nvidia et pour toutes ces boîtes, et on assisterait sûrement à un crack absolu du marché
en tout cas des semi-conducteurs, mais même d'autres valeurs, parce qu'aujourd'hui tout dépend des semi-conducteurs, donc je préfère limite pas m'imaginer tellement ce serait cataclysmique. Alors autre point avec lequel j'ai du mal, je parlais de CUDA depuis le début de la vidéo, mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de modèles open source qui sont en train d'être développés pour justement contrer CUDA, parce que les gens veulent avoir des choses gratuites et ne pas dépendre uniquement du modèle d'NVIDIA, ce qui fait que il y a des alternatives qui sont en train d'être créées, donc la question c'est est-ce qu'elles seront viables et est-ce qu'elles vont remplacer CUDA. Ça pareil, moi je peux pas le dire, hein, j'ai pas assez de connaissances dans le sujet pour le dire, mais en tout cas ça me fait quand même un peu peur. Et pour finir, le point qui me fait le plus peur par rapport au marché des semi-conducteurs et donc d'NVIDIA qui est directement concerné, c'est que si l'IA n'est pas rentable d'ici 1 ou 2 ans, en fait c'est la fin de la croissance exponentielle, parce qu'aujourd'hui leurs revenus à tous ces acteurs, ils dépendent quasiment exclusivement des capex IA, et au bout d'un moment, en fait si les Microsoft et tout le bordel n'arrivent pas à rentabiliser par rapport à ce que ça leur coûte, en fait ils vont arrêter tout simplement de dépenser. Et en tout cas, même s'ils continueront de dépenser pour leur propre puce, pour tout ce qui va être RAM, etc., un acteur comme Nvidia qui est vraiment spécialisé dans les GPU, potentiellement il passera à la trappe, quoi. Pour conclure cette vidéo, donc vous l'avez compris, Nvidia c'est une boîte avec laquelle j'ai du mal parce que je ne sais pas comment me positionner. En tout cas, je préfère pas me positionner actuellement. Avec le scénario de croissance que j'ai fait des free cash flow qui progresseraient de 20% par an, on aurait un prix juste de 212 euros. Donc actuellement, enfin 212 dollars, pardon. Donc aujourd'hui, elle se paierait quand même légèrement trop cher par rapport à son prix réel. Personnellement, voilà, je pense que 20%, ils peuvent très bien l'exploser comme finalement ça peut finir par être un scénario réaliste. Donc c'est une boîte qui est vraiment compliquée pour moi. On peut pas faire un simple scénario de valorisation pour estimer cette boîte. C'est plus profond que ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement, je préfère pas comme je connais pas assez ses spécificités, etc. Je préfère pas me mouiller. En tout cas, la grande question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à où ça peut aller et est-ce que la limite finalement est proche? Est-ce que la limite c'est dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on sait pas. Ça vraiment, en fait, ça dépendra de plein de choses. Mais en tout cas, à ce stade, pour moi, Nvidia, c'est plus un pari sur 5 ans que un investissement vraiment sérieux. Voilà, je dis pas que c'est pas sérieux d'investir sur Nvidia, mais avec tout ce qu'elle a fait par le passé, je vois pas comment ça peut continuer encore aussi longtemps. Peut-être que je me trompe et qu'elle continuera de nous surprendre, mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai un peu peur. C'est pour ça que je préfère largement miser sur un ETF semi-conducteur qui inclut tout, donc à la fois du Nvidia, mais aussi tous les autres acteurs, ce qui fait que si un jour Nvidia se casse la gueule, les autres peuvent compenser, même si, comme je l'ai dit, je pense que tout cet écosystème-là est lié entre eux, et dans tous les cas, si Nvidia baisse, l'ETF semi-conducteur prendra aussi une grosse claque dans la tronche. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'essaie de m'exposer un peu moins aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle. J'essaie de rester quand même exposé parce que c'est une thématique future et que aujourd'hui c'est ce qui capte la croissance du monde, hein, tout simplement. Mais je pense qu'il faut pas non plus trop dépendre de ces choses-là, parce que le jour où ça corrige, ce sera très très violent et ce sera sûrement plus que 50% pour un secteur comme ça. En tout cas voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même trop de risques par rapport à l'opportunité réelle d'Nvidia, et malgré le fait que c'est une boîte que j'admire, hein, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, ça c'est quelque chose que je remets pas en cause, c'est une boîte exceptionnelle, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal, et peut-être que vous aussi, hein, d'ailleurs je sais pas si vous êtes investi directement sur Nvidia, mais moi c'est une boîte qui presque me fait peur aujourd'hui, et j'aurais presque peur de mettre mon argent dedans. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup de mal. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez du Nvidia dans le portefeuille, si vous en avez eu par le passé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voire à vous abonner pour de prochains contenus. C'était Thomas de Optimizone, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!